Mercredi, Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Bonsoir, nous sommes le mercredi 15 décembre en direct depuis Hôtel 71 à Lyon-Quai-Perrache et sur les ondes de Radio Anthropocène sur son déclat pour le dernier épisode de la saison 6 des Mercredis de l'Anthropocène, le rendez-vous radio hebdomadaire de l'École urbaine de Lyon. Pour clore cette 6e saison, un très beau sujet autour duquel nous allons échanger ce soir, un sujet intitulé « Interroger le territoire pour le projeter ». Il sera question d'enquête, de méthode, de projets d'architecture et de paysage. Partout sur la planète, à quelques rares exceptions, les espaces et les paysages sont anthropisés, transformés, dessinés par les actions humaines. Interroger le territoire en regardant toutes ses composantes, enquêter en intégrant toutes ses traces, en assumant ses potentiels et ses risques, ses interrelations avec tous les vivants. Enquêter de cette façon convoque-t-il de nouveaux outils exploratoires, de nouvelles compétences ? Je m'appelle Lou Herman, je suis chargée de mission à l'École urbaine de Lyon et je suis également docteur en urbanisme. Pour autant, ce titre a quelque chose de trompeur, car si j'ai bien étudié la production de la ville comme un objet de recherche, je n'ai par contre aucune expérience et aucune pratique du projet en tant que tel, sinon de vagues souvenirs d'ateliers étudiants. Heureusement, ce n'est pas moi, mais mes deux invités qui vont aborder le sujet ce soir. Deux invités concernés et impliqués par cette question de l'enquête, autant que par celle du projet. Bertrand Vignal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte, paysagiste et urbaniste, directeur associé de l'agence Paysage Base. Base, l'acronyme pour bien aménager son environnement. Donc une très belle agence qui est basée à Lyon, à Paris et à Bordeaux et qui regroupe non pas 70 mais aujourd'hui 80 paysagistes, architectes, designers et ingénieurs. Une agence fondée en 2000 à qui l'on doit notamment à Lyon et ses alentours le parc Sergent-Blandan et sa formidable aire de jeu, la section chemin de nature des rives de Saône et puis entre autres dans les projets en cours, donc j'en oublie certainement, il y a l'aménagement de la place Grand Clément à Villeurbanne et puis pas très loin d'ici, juste à côté, la réalisation d'un bois urbain qui est appelé le champ de Confluence. Nous accueillons aussi ce soir Alexis Strumsdörfer. Alexis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte, associé de Commune, une société d'architecture créée à Lyon en 2018 qui rassemble 8 architectes associés. Commune qui exerce la maîtrise d'ouvrage et en même temps qui fonctionne comme un laboratoire d'expérience et de recherche à travers des résidences ou des projets plus exploratoires. D'ailleurs, vous êtes vous-même docteur en architecture et vous menez actuellement un très beau projet de recherche qui est soutenu par l'École urbaine de Lyon, Agivore, où vous vous êtes lancé dans une enquête territoriale anthropocène au moyen du dessin. J'espère qu'on y reviendra. Ma première question concerne la figure du concepteur. Vous êtes tous les deux concepteurs, paysagistes, architectes. Vous concevez des espaces à travers une pratique de projet, puis de construction et d'aménagement, et donc de production et de transformation des cadres de vie. Et donc, ma première question porte sur ce que fait l'Anthropocène à cette figure du concepteur et donc l'évolution probable de cette posture au regard de l'Anthropocène qui est entendu comme cette conscience partagée de l'impact inédit des activités humaines sur les systèmes biophysiques qui mettent en péril l'habitabilité de la Terre. Donc cette prise de conscience, elle est quand même relativement récente. En tout cas, on peut la considérer comme plus jeune que la pratique du projet d'architecture et de paysage, telle qu'elle s'est longtemps exercée et telle qu'elle vous a peut-être été enseignée aussi. Ma question est donc la suivante. Que fait pour vous l'Anthropocène à la figure du concepteur ? Et comme c'est un peu large comme question pour commencer, permettez-moi donc de préciser, en commençant peut-être par vous, Alexis, si vous êtes d'accord. Donc vous avez écrit un texte sur rue 89 dans lequel vous dites au sujet de l'Anthropocène et de l'activité constructive de l'architecte
que l'architecte n'est peut-être pas le plus responsable, mais il est très certainement complice de ce vaste mouvement de destruction. Exercer ce métier aujourd'hui relève alors du défi. Comment faire de la terre notre allié et valoriser les lieux plutôt que de continuer à considérer la création comme une dent creuse en attente d'être comblée ? Cette inquiétude que vous exprimez ici, et je crois une inquiétude qui est fondatrice dans votre approche de la pratique du projet. Et j'imagine que c'est un projet de recherche en soi aussi. Mais alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous les pistes que vous avez en tête et que vous explorez pour fonder justement une posture de conception qui soit compatible avec les enjeux de l'Anthropocène ? Alors pourquoi pas, avant d'être peut-être concepteur en tant qu'humain, l'Anthropocène, je lui dois quand même beaucoup. C'est quelque chose que je rappelais lors de mon introduction de thèse, c'est que grâce à l'Anthropocène, j'ai pu mettre un mot, entre guillemets, sur tout un paquet de saloperies qui abîmaient mon existence personnelle. J'en rappelle quelques-unes, la démolition du jardin de mes grands-parents pour construire un rond-point, et notamment donc l'angle de ce jardin sur lequel je faisais mes jeux d'enfants avec mon cousin. C'était le château de l'imaginaire, l'endroit où on jetait des marrons sur les voitures. Et en fait, je prends cet exemple-là, il y en aurait beaucoup d'autres. Démolition de tous les champs de mon quartier pour construire des lotissements, enfin agrandissement de la zone commerciale, disparition de voilà. Et tous ces phénomènes-là, en fait, mis bout à bout, bon, qu'est-ce que c'était ? C'était une espèce de chose qui arrivait comme ça, contre laquelle on pouvait pas bien lutter. Il n'y avait pas de nom, voilà, c'est peut-être le progrès ou pas, j'en sais rien. Et tout à coup, finalement, on se dit, mais non, en fait, tout ça, c'est une espèce de fil d'action les unes après les autres, en réalité, ont, comme vous l'avez dit, un impact sur cette planète. C'est peut-être quelque chose qu'il faut nommer, puis combattre. Et en soi, à ce moment-là, ça exige, je pense, d'avoir en effet de la prudence et se dire, mais comment, en tant qu'individu, moi, personnellement, je suis affecté par ce phénomène-là. À présent qu'on sait le nommer, comment ne pas, à son tour, finalement, tomber dans son escarcelle et comment tenter de faire bifurquer notre pratique en tant que concepteur. Alors, ça pourrait être facile, on pourrait se dire l'architecte est prescripteur. Il prescrit quelque chose, il pourrait prescrire autre chose. Bon, très bien, il suffirait de choisir sur un catalogue quelque chose de moins néfaste ou de plus bénéfique. Mais c'est vrai que ça va au-delà de ça. J'aime bien rappeler cette phrase d'Emeline Curien. En Suisse, on dessine une construction. En France, on construit un dessin. Elle est porteuse de sens, je pense, chez nous à Commune, au sens où nous essayons, nous aussi modestement, de dessiner des constructions, c'est-à-dire d'être dès le moment du trait sur le papier, bel et bien dans le fait d'échafauder de l'architecture. Penser le dessin comme dessiner une construction. Construire un dessin, oui, c'est très différent. Construire un dessin, il y a un beau dessin, et puis bon, bah allez hop, il faut que ça tienne, ou il faut essayer, ou il faut choisir tel truc sur tel catalogue pour parvenir à construire ça. Dessiner une construction, c'est autre chose. C'est vraiment dès l'origine du projet, penser sa matérialité, donc aussi plus largement ses impacts possibles. Matérialité en tant que, et c'est là où c'est aussi assez intéressant, c'est que finalement, la dimension poétique d'une matière, très souvent, elle s'agence mal avec les matières toutes faites, les matériaux préfabriqués de mauvaise qualité, standardisés. Ils ne sont pas toujours de mauvaise qualité, j'exagère, mais qui en tout cas portent fortement cette dimension entre guillemets anthropocène, plutôt que des matières naturelles, ce que j'expliquais aussi dans mon petit article, qui suscite davantage de fascination aujourd'hui chez les jeunes architectes, chez nous aussi. C'est évidemment, comme nous sommes une jeune agence, pour nous un défi, repenser nos pratiques, repenser nos outils et aller bien au-delà de simplement changer de catalogue de prescription. En effet, ça se joue sur un autre terrain. Bertrand, sur le site de base, votre agence, sont affichées les lignes de force de l'imaginaire de votre philosophie du paysage, parmi lesquelles il y a cette phrase « Comment les forces de la nature peuvent être constitutives d'un paysage dynamique et de quelle manière sont-elles susceptibles d'être un élément d'inspiration pour le projet ?»
Et donc, je voulais vous retourner cette question parce qu'elle me semblait faire sens vis-à-vis de cet enjeu anthropocène. Comment est-ce qu'on fait pour observer et intégrer ces forces de la nature dans le projet de paysage? Et comment est-ce qu'on fait, si possible, concrètement, pour atteindre cet objectif? Je ne sais pas si je vais vous donner tous nos secrets, parce que sinon, après, on va plus rien gagner, mais bon. Non, mais la question, effectivement, elle est large, et je reviens sur ce qu'a dit Alexis, c'est-à-dire la question qu'on se pose par rapport à l'anthropocène, et même si on n'y réfléchit pas tant que ça, c'est-à-dire on considère, nous, depuis le début, qu'on est de toute façon dans l'anthropocène. On y vit depuis 300 ans, mais aussi depuis le basculement après on va dire après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu une accélération très forte et un rapport très particulier au territoire. C'est-à-dire il y a une déterritorialisation de toutes les pratiques, y compris des pratiques sans doute de projets, et quelque chose de très international. Et là, ça s'est emballé. Et ça vaut pour beaucoup de sujets. Et du coup, je considère que moi, j'ai été élevé, même avec les études, dans ce système. Il n'y a pas eu de changement depuis que j'ai fait des études. On est dans le même système, un système effectivement plutôt de destruction. Et la position de paysagiste, je fais une introduction un peu là-dessus, parce qu'elle est assez ambiguë. Parce que nous, on arrive avec plutôt une valeur très positive par rapport, si je caricature, par rapport à l'architecte. L'architecte, et effectivement, il peut y avoir un côté, on construit, on bétonne. Le paysagiste, il répare, il met du verre. Tout ça est très positif. Alors que la consommation carbone du projet de paysage est équivalente quasiment à celle du bâtiment, et ainsi de suite. Et on crée un milieu de vie qui est pour l'extérieur, comme les architectes créent un milieu de vie pour l'intérieur. Donc, la question, elle est ambiguë, mais on arrive avec quelque chose de plus positif. Et du coup, on se pose cette question de comment on nourrit la bête, finalement. Parce que, finalement, les projets de paysage sont une sorte de réparation. Et ce qui peut être intéressant, c'est peut-être d'installer des fonctions qui nous échappent, justement. C'est-à-dire qu'on sorte de l'aménagement, qu'on sorte du paysagisme, où on est dans la culture du tableau, quoi, c'est-à-dire de mise en scène, ce qu'on fait encore beaucoup, pour passer dans la notion du milieu, c'est-à-dire de l'interaction entre les choses qui nous échappent, et essayer peut-être de reconstituer ou ne pas détruire, ou ne pas intervenir sur des milieux qui sont là en place avec toute leur complexité. Parce que l'écologie, globalement, qui gère les écosystèmes, qui gèrent les milieux, sont ultra complexes. Et donc, c'est pour ça c'est le rapport un peu avec les forces, c'est-à-dire les forces de la nature, c'est à la fois les forces terribles qu'on connaît, les inondations, les submersions sur lesquelles on travaille, mais c'est aussi les forces, par exemple, les forces créatrices de la pollinisation, des choses comme ça, qui sont, et notamment des animaux, qui sont les grands oubliés des projets urbains, c'est-à-dire toute cette interaction du vivant autre est assez difficile à mesurer, et pour nous est une force. Et sans doute peut-être une force de création du projet urbain des franges de métropole, des choses comme ça. Il faut le prendre en compte. Il faut arriver à le mesurer. C'est très difficile à mesurer les déplacements et des végétaux et des animaux, et d'essayer de rééquilibrer les choses avec le milieu humain. Et donc c'est ça, c'est-à-dire comment on tire parti d'un système qui nous échappe en le orientant, en trouvant le bon niveau, en se mettant en retrait, pour faire ensemble, par exemple, un milieu. Et après, on a effectivement, comment on peut tirer parti, mais ça, c'est un peu l'exercice de l'école du paysage française depuis assez longtemps sur le territoire. Comment on tire parti des forces du territoire sur les inondations, on ramène des limons, et ainsi de suite, permet d'être plus de fertilité. Comment on est logique par rapport à un territoire. Voilà. Vous avez parlé de mesures, donc sur cette question de l'enquête en fait, et cette question de la mesure, je pense qu'elle est assez importante, et elle l'amène en fait sur un autre pan de la question de l'enquête, c'est celle aussi des outils, sur laquelle j'aurais aimé vous entendre tous les deux. Donc c'est la question de l'anthropocène, elle amène, vous venez de le dire tous les deux, bien sûr à revoir et à réinterroger les objectifs de l'enquête en passant de l'aménagement au milieu, du catalogue à la complexité, mais elle suppose aussi peut-être des changements en termes de méthodologie. Et
Alexis, du coup, ma seconde question sera pour vous. Vous développez au sein de communes et notamment à travers le projet de Givors que j'ai déjà évoqué en introduction, une méthode d'enquête territoriale par le dessin. Donc, vous envisagez le dessin comme une méthode qui est douée de toute une série d'attributs. Immersion dans le temps long, partage, transmission, éducation du regard, prudence et soins aussi au territoire. Et c'est une méthode que vous avez expérimentée à plusieurs reprises, en ce moment à Givors, donc, mais aussi auparavant dans une petite commune rurale à Chasnes. Donc le dessin comme méthode d'enquête, j'ai envie de vous demander pourquoi, et puis après aussi en quoi ça consiste. Eh bien, le dessin, on l'a utilisé de façon assez pragmatique. D'abord, par plaisir, chacun sur nos petits carnets, lors de voyages ou étudiants même encore auparavant. Ce qui est intéressant avec le petit dessin sur carnet, lors d'un voyage ou de choses comme ça, c'est que ça reste un mode d'expérimentation absolument fabuleux, quoi. À chaque page, finalement, c'est une petite expérimentation. Qu'est-ce que je rapporterais ? Qu'est-ce que je saisis de l'essence d'un lieu, de quelque chose ? Et même le fait d'essayer d'en saisir l'essence, déjà, ça implique, même sur un petit format, d'aller farfouiller différents modes de représentation, les mélanger, différents modes de dessin, différentes vitesses de dessin, des choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que sur le petit carnet de croquis, il y a comme ça une potentialité de se saisir des lieux avec une efficacité. Voilà, je trouve que le dessin, à ce moment-là, a une efficacité singulière. Il reste quand même le truc un peu le plus basique qu'on a dans la main et qui est à peu près directement relié à la tête. Et il permet de passer en effet du temps avec les choses. Et donc en ça, il a presque un aspect un peu méditatif de recul par rapport au monde. On n'est pas dans l'immédiateté d'une photo, d'une chose comme ça. En effet, le dessin prend son temps. Quand bien même, je rappelle son caractère même assez efficace. Après, justement, à Commune, c'est un outil, parmi d'autres. On a aussi des outils très anthropocènes. On a essayé une fois un projet sans ordinateur et ça n'a pas été une très bonne expérience. Ça mérite d'être rappelé. C'est donc un dessin qui est un dessin à la main, en tout cas, qui est un dessin complémentaire d'autres outils, que sont également la maquette qu'on pratique et le dessin informatique. Sur ce dessin à la main, là où j'évoquais son caractère un peu pragmatique chez nous, c'est qu'on a en effet été amené à travers des engagements un peu associatifs et militants, puis d'autres expériences comme en effet, vous l'avez évoqué, le travail à Chasnes, puis avec l'école urbaine, on a été amené à expérimenter différentes sortes de dessins. Pour faire simple et bref, des dessins de très grande taille, lesquels ont la capacité de communiquer à une communauté. C'est bête, mais un dessin de 3 mètres par 3 mètres, on peut être quelques-uns devant, quoi. C'est pas un petit croquis, il a pas la force, en tout cas, du moins il acquiert une force que n'a pas justement le petit croquis sur un carnet. Et puis ça c'était pour Chasnes, et en effet il y a eu cette expérience un peu singulière comme ça, par le dessin, en passant 110 heures à dessiner ce dessin, le dessiner dans un village, être amené à connaître ses habitants, à aller chez eux, à démystifier des choses. En tout cas, on a découvert le dessin vraiment comme un mode d'enquête, peut-être plus qu'une enquête uniquement de moi, personnellement, seul avec mon carnet de croquis devant un paysage. Là, en effet, il s'agit d'une enquête qui devient collective, en quelque sorte. C'est quelque chose qu'on a donc essayé aussi à Givors, étant là confronté à un milieu urbain beaucoup plus grand, ne nous permettant pas de réaliser un unique dessin d'un territoire aussi vaste. Il a donc fallu, dans ce cas-là, essayer autre chose. Ça s'est donc transcrit pour l'instant sous la forme d'une série d'axonométries du territoire au 1 millième. Donc là aussi quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais évidemment le dessin, il y a le dessin in situ, il y a le redessin, qui a aussi toute son importance, qui permet aussi une sorte de relecture du paysage après en chambre, en atelier, et qui là donne d'autres choses à voir. Si ça n'a pas la spontanéité du dessin in situ et si ça n'a pas la qualité de susciter la curiosité des gens dans la rue simplement, ça a par contre d'autres qualités, lesquelles sont une forme de reconstruction comme ça, quelque chose que j'aime bien moi à titre personnel, quoi. C'est une forme de reconstruction de la ville, une espèce de vision qui n'existe pas, qui permet, et là on commence à y rentrer, qui permet tout à coup de comprendre le territoire et d'être à ce moment-là en mesure de le transformer.
c'est vrai que le dessin de Chan, c'est un dessin assez incroyable parce qu'il est, enfin, bon, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est parce qu'il nous a permis vraiment de saisir tout ce territoire, de le dessiner entièrement. Et à partir de là, en interrogeant les habitants aussi sur leurs souvenirs, sur leurs envies de projet, sur les choses comme ça, ça permet de tester les choses. Donc de dire, on y va. Par le dessin, on peut tout se permettre. Donc on y va. Vous nous avez parlé qu'ici, il y avait une fontaine, elle n'existe plus. On en remet une, on voit ce que ça crée. Et puis à partir de là, ces dessins-là, on les remet en situation de partage et on en discute de ces transformations à venir. Enfin voilà, on s'est mis un peu peut-être à rêver le dessin comme une manière de réinventer, entre guillemets, un truc un peu aride que peut être un plan local d'urbanisme, quoi. À savoir finalement des grands dessins de territoire, des dessins partagés, des dessins qui convoquent et mélangent l'axonométrie, le plan, l'élévation, des classiques pourtant. Je suis pas là, j'ai pas inventé un espèce de nouveau mode de vision des choses. Il s'agit pas de ça, mais il s'agit tout à coup, voilà, de se peut-être, finalement c'est encore une espèce d'arrière, mais de se réinterroger sur la pertinence peut-être des cartes médiévales ou des choses comme ça, et de ce qu'elles laissent apercevoir du territoire, et de se dire alors, et si en quelque sorte un autre dessin du territoire permettait également une autre façon d'y intervenir, d'autres architectures, etc., etc. Donc voilà, il y a un passage forcément du dessin pour capter, se saisir. Et évidemment, si on saisit les choses aussi, on n'est plus invité à y intervenir avec prudence. C'est vrai que l'architecte a plutôt mauvaise presse, le paysagiste, je partage votre avis, et en effet souvent là pour réparer. Nous on en a un peu marre d'abîmer les choses. Enfin, il faut aussi, c'est quand même pénible. Voilà, on aimerait quand même qu'à chacun de nos projets, on ait envie de dire que c'est mieux après, quoi. En quelque sorte, c'est pas du tout dans les mentalités. Enfin, je veux dire, dans un village, très clairement, dès lors qu'il y a projet, de toute façon, on est là pour abîmer quelque chose. Il y a aucun doute là-dessus. Il fait, enfin voilà, même lorsqu'on décide de finalement donner une espèce de zone à construire à un endroit, c'est toujours terrible parce que c'est la moins pire des zones qui sera définie comme étant une zone où on pourrait construire, parce que de toute façon, on y construira forcément de la merde en quelque sorte. Alors même que sur un village comme Chan, finalement, il serait plus intéressant de construire certaines parties du village, mais aujourd'hui, on ne peut pas décréter que c'est ici qu'il faut le faire, parce qu'on sait en quelque sorte qu'on va abîmer les lieux en cet endroit-là. Mais c'est vrai que dans ce cas, on se dit, tiens, il y a un vrai problème. Plutôt que d'aller construire de belles choses au bon endroit, on va aller construire de vilaines choses à l'endroit le moins dommageable pour le reste du territoire. Et là, on s'enfonce dans une espèce de vision du paysage qui est un paysage immuable qui, finalement, dans le cas de Chan, plutôt beau village, nous est parvenu jusque-là qu'à un cas, malgré quelques heures à droite à gauche. Et donc ce paysage-là, plutôt que de le transformer en mieux, on est là à se dire il faut essayer d'éviter le pire. C'est quand même dommage comme situation. On aimerait dire non. En réalité, il faut de beaux projets à des endroits comme ça. Mais c'est vrai que voilà. Donc le dessin, en tout cas, nous a permis peut-être d'affiner notre regard sur les lieux, de comprendre aussi, quand j'évoquais le mode d'enquête collectif, c'est que ces lieux, ils sont parcourus d'imaginaires divers, et c'est-à-dire qu'évidemment, nous, on les pense, mais il y a des gens qui y vivent, qui expriment des choses. Moi, souvent, à chaque fois, je pense à une anecdote, mais dans un petit village de Franche-Comté, dans une petite ruelle, il y a une petite fenêtre qui est rien, qui est là, personne ne la voit en y passant, mais j'y ai découvert un jour une chose terrible, quoi. Il y a eu un infanticide derrière cette fenêtre, il y a eu des choses comme ça. Et à ce moment-là, j'ai pris la conscience du fait que le réel, nous l'avions en partage, mais très clairement, pour chacun d'entre nous, il n'est absolument pas perçu de la même façon. Et donc, d'où l'importance par le dessin, d'essayer une présentation peut-être, pour le partager et autour d'un même réel, ce qu'on croit être un même réel, en réalité comprendre les différents faisceaux de compréhension et d'usage qui sont là. Peut-être nous ensuite, en tant que concepteurs, c'est non pas pour laisser la conception à d'autres, mais c'est pour essayer d'avoir une conception la plus juste, la plus pertinente, peut-être la plus sage, même si parfois la sagesse serait de justement ne pas l'être.
C'est intéressant dans ce que vous expliquez, c'est qu'on voit la porosité qu'il y a dans ces deux phases qu'on pense souvent de manière successive, en fait, depuis la question de l'enquête à celle du projet. Et là, quand vous dites que finalement, le fait d'utiliser, de mobiliser cette méthode du dessin pour regarder autrement, c'est aussi une façon de comprendre et du coup de transformer autrement. Et donc que l'enquête, en fait, c'est déjà du projet. Et à ce propos, Bertrand, je voulais vous demander si vous, de par cette posture qui est singulière, d'essayer de se saisir du milieu et donc des interactions du vivant, alors sans nous donner toutes les recettes qui pourraient révéler le mystère de vos savoir-faire, mais est-ce que, quels sont les outils en fait de l'enquête sur le territoire? Comment est-ce qu'on mesure ce milieu en interaction et en complexité? Non, mais il n'y a pas de secret. Il y a juste justement du questionnement. Cette question, vous me posez là, elle est au fait. De nos interrogations en ce moment sur notre pratique. Moi, j'ai l'impression que je suis à l'école encore. Je cherche pour réinventer la manière de pratiquer le paysage sans être en mettant de côté des réflexes de projection sur des territoires et sur des sites. Et en se disant, il y a beaucoup de choses en place et il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et donc, effectivement, les outils d'enquête on va essayer de les faire un petit peu différemment en fonction des typologies de sites qu'on doit analyser. Alors, faut pas se mentir, on a des systèmes très classiques, comme dans toutes les agences, parce que on a la question de la commande et du temps. Entre le moment globalement, faut différencier ce qui est concours et ce qui est étude gagnée, par exemple. Et une étude, on a le temps souvent quand même de mettre les choses en place dans le diagnostic. En concours, on a 2 semaines, on a 3 semaines pour faire l'enquête. Et encore, on a déjà commencé et il faudra revenir dessus. Mais les choses avancent très vite souvent. Et donc, c'est vrai que ce temps de la commande, il est assez néfaste par rapport à une subtilité de révélation, notamment des milieux et des milieux vivants. Parce que nous, on peut le faire par notre regard, par des indices, par tout ce qu'on arrive à glaner malgré tout sur Internet, même si ça consomme du carbone, mais on n'a pas bien le choix. Il y a quand même une quantité de données incroyable. Par contre, je pense qu'on a été trop longtemps coupé de la science et de la recherche dans nos pratiques, et qu'il faut s'associer à des chercheurs, à des gens qui font des relevés, des gens qui savent faire ça en fait. Moi, je suis abonné à Science et Vie depuis que je suis petit, et c'est pas un hasard, mais il y a beaucoup de choses, même si c'est très vulgarisé, mais la question de la science est hyper importante. Et du coup, je pense qu'il faut s'associer aux bonnes personnes ou aux bons labos, suivant tel ou tel sujet, et on en tirera, nous, on en tire des choses fortes, c'est-à-dire ça nous emmène dans des endroits où on ne serait pas allé, parce que tout aurait été un petit peu effleuré, voilà. Et ça, effleurer, on sait le faire, même assez bien, même si on pousse, mais on effleure quand même beaucoup les sujets, il faut se le dire. Par contre, on passe quand même beaucoup de temps, moi je tiens énormément à ce qu'on passe énormément de temps à quand même fouiller l'ensemble des données. On a quand même à disposition des milliers d'informations, et comment ces informations, on arrive à les ranger dans des logiques qui forment justement le récit de projet, c'est-à-dire qui n'en oublie pas, qui n'est pas un système en strates, où on analyse une strate, puis on a une note dessus, et ainsi de suite, qui est une logique, c'est-à-dire des choses où on mélange les choses pour arriver à ce récit commun qui crée cette complexité du milieu de vie. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on passe beaucoup de temps à faire cette pratique, justement, comme Alexis, et il y a des projets qui permettent, avec le dessin, on le fait très peu, mais ça vient globalement beaucoup de la question de la commande et du planning.
Et donc, ce souci de... Parce que ce que vous décrivez là, ça ressemble beaucoup à ce que nous, on prône aussi à l'école autour de la question de l'interdisciplinarité. Et on comprend que c'est quelque chose finalement de latent dans votre pratique. Et ça veut dire qu'à côté de la pratique de projet au sens opérationnel du terme, vous avez aussi des activités plus de fond, de recherche qui viennent nourrir votre pratique opérationnelle? On essaye, en tout cas, c'est en ce moment, on essaye de faire des partenariats justement avec plutôt des chercheurs en Suisse ou ailleurs, en se disant ça va nous booster, ça va nous amener une autre manière de regarder les choses. Et là aussi, le temps de la recherche, c'est pas le temps du projet. Souvent, c'est quand même assez décalé. Donc, il faut aussi prendre très en amont. Et l'idéal, je pense, c'est qu'il y ait au niveau de la programmation des projets, il y ait ces lancements de recherche sur des thématiques très axées par rapport à telle ou telle situation. Parce que nous, on arrive souvent à la moitié du chemin. Et si ça a commencé en amont, on peut profiter de ça et on peut co-composer finalement cette recherche. Donc, en fait, il faudrait que ça commence très tôt dans ces pratiques-là. Et c'est déjà arrivé ? Non. Pas encore. Mais c'est un peu pareil sur par exemple, la question de la sociologie ou des pratiques du quotidien de l'espace public. Quand on va sur des sites, on y reste très très peu. Pour un projet, on y reste, je ne sais pas, 0,005% du temps par rapport au projet. C'est ridicule, mais on le sait. Mais comment faire ? On essaie de se mettre avec des personnes qui, elles, restent un petit peu sur le site, nous ramènent des valeurs de témoignage, justement, et tout, mais quand même, on projette des choses sur des pratiques qu'on ne connaît pas. On n'a jamais, globalement, tous les projets devraient être accompagnés, tous les programmes, d'une étude sociale. Ça n'arrive globalement jamais. Donc, on invente, quelque part, on projette aussi la vie qu'on essaie de comprendre. On n'y arrive pas trop mal, mais ça pose quand même beaucoup de questions sur, effectivement, cette enquête de tout ce qui est assez immatériel, c'est-à-dire cette interaction entre les gens, entre les animaux, entre les fleurs ou autre chose. Et c'est là que vous mobilisez l'image du récit, du projet comme narration. C'est là où... parce que j'avais une question sur ça, sur comment, dans cette approche du projet de paysage comme narration, quelle marge de manœuvre il restait à l'enquête et comment l'enquête pouvait nourrir la fiction, parce que dans une représentation un peu cartésienne, on a l'impression que l'enquête, c'est quelque chose d'assez rationnel sur des données, tandis que le récit, on est plutôt dans l'ordre de la fiction, de la projection. Et je sentais qu'il y avait comme une tension peut-être entre ces deux exigences-là. Et comment vous l'abordez ? Le récit, c'est... Pourquoi on fait récit ? Parce qu'on fonctionne comme ça, parce qu'on aime bien se raconter des histoires, et c'est le seul moyen de développer un imaginaire très tôt. Sinon, on est un peu écrasé sous les sujets. Alors, on nous dit, moi, on m'a beaucoup appris, non, mais de la contrainte, on tire le projet. Oui, bien sûr, mais quand même, il faut donner envie. Non, le récit, il sert pour nous à emmener tout le monde dans le même bateau et à essayer de délier les langues, qu'on nous apporte, qu'on nous amène des choses et à essayer de casser l'élitisme excluant. C'est pas Bourdieu, mais quasiment. C'est-à-dire comment on peut justement ne pas arriver en projection avec nos réflexes sur un site et inventer le récit qui permettra de délier les langues, mais à tous les niveaux, de se faire rencontrer des gens autour de quelque chose qui est assez simple à comprendre, mais qui, dès qu'on fouille un peu, a dans son cortège toute la complexité de l'enquête, des lieux, des interactions et tout. Mais le récit commun, il se veut assez simple, justement pour cette question-là. C'est une sorte de comète un peu, voilà. Avant de revenir sur les enjeux autour de la commande, qui me semble assez important, je voulais vous interroger, Alexis, parce que vous avez parlé de la valeur du temps long de l'immersion pour le dessin, et cette question des temporalités, elle a été abordée par Bertrand, c'est-à-dire qu'on voit que le projet, il est pris souvent dans des logiques temporelles très contraintes, le projet au sens vraiment opérationnel.
Est-ce que vous arrivez à faire converger en fait ces temporalités-là, et est-ce que le dessin est un outil d'enquête, pas seulement comme une enquête en soi, comme ce qui est mené à Givors, mais un outil d'enquête comme préalable au projet de construction, au projet d'architecture? Alors simplement, c'est vrai par exemple, Chan, c'est 3 ans, un village. Et là, actuellement, Moulins, un travail sur la communauté d'agglomération de Moulins avec Interland, c'est 6 mois, 33 villages. Bon, donc évidemment, on n'est malheureusement pas toujours dans cette temporalité un peu extraordinaire qui nous a été donnée à Chan, qui nous a permis peut-être de comprendre des choses et après d'acquérir justement aussi de l'efficacité dans des temporalités bien plus courtes comme à Moulins, en passant en effet une demi-journée par village, c'est peu. Et pourtant, un village de 150 habitants, une demi-journée, on a déjà un peu de temps en réalité pour quand même découvrir pas mal de choses. Voilà pour la temporalité, simplement. Elle n'est pas toujours... c'est sûr que c'est une vraie question. Après, on essaye d'en tirer un peu un avantage, dans ce cas de Moulins précisément, justement, d'inventer un autre type de dessin qui aussi s'adapte à cette problématique temporelle, en quelque sorte. Vous pouvez détailler ? Eh bien, ce ne sont pas des dessins de 3 mètres par 3 mètres, mais qui tiennent sur des A3, de façon très pragmatique, et qui, justement, ne cherchent plus à saisir l'intégralité d'un bourg, mais à essayer d'en exprimer le portrait. Donc, le portrait de quelqu'un, c'est pratique, parce que déjà, on lui coupe les pieds, et tout ce qui est à peu près en dessous du nombril, je crois, ou de la poitrine. Me semble-t-il encore qu'on peut faire un portrait en pied. C'est assez bête ce que je dis là, mais je pensais au buste. Le portrait, ce serait faire le portrait de quelqu'un, c'est peut-être en effet essayer de saisir ses caractéristiques, ses saillances, des choses de cet ordre-là. Nous, on est venu nous chercher sur un portrait patrimonial, donc on n'a pas fait le portrait de tout. Néanmoins, en effet, quand on arrive dans un lieu, si on en fait le portrait, alors peut-être qu'on commence par déformer les choses. À ce moment-là, il y a certaines choses qui prennent plus d'importance, un arbre ou une situation singulière dans un lieu, alors même qu'ensuite une espèce de rue corridor va pratiquement s'effacer parce qu'il n'y a plus d'aspérité pour le regard ou pour le marcheur, etc. Enfin voilà, donc à ce moment-là, le dessin peut avoir de l'efficacité aussi parce que finalement, à déformer, il est plus astreint à l'échelle, à une représentation fidèle, à des choses de cet ordre-là. Après, ce ne sera pas forcément évident d'expliquer le passage de ce portrait-là au projet, même si, tout à l'heure, vous évoquiez ce dessin, par exemple, le dessin d'un relevé. Enfin, nous, on pratique toujours nos propres relevés. On n'envoie pas un stagiaire faire le relevé parce que le relevé, c'est le temps passé avec le bâtiment, en quelque sorte. Et une anecdote, mais... récemment, le relevé d'une maison et puis tout un corps d'habitation qui était une espèce d'ancienne école privée à la campagne. En réalité, à force de regarder, on comprend que ce lieu est une grange transformée en école, peut-être au 19e, mais qu'en réalité, le bâtiment est malhabile aujourd'hui. Il est un peu disgracieux dans ses proportions. Il a quelque chose comme ça. Ben oui, parce qu'il se ment un peu à lui-même. En réalité, il est une grange. Il est une grange, mais il s'est transformé en petite école bien sage, avec des petits volets, etc. Et à partir de là, le projet d'architecture, il change du tout au tout. Le dessin de toute chose va forcément référer au fait que ici, on n'est pas dans une maisonnette. Terminer les petits volets, les choses comme ça. Au contraire, non. On est sur une autre logique à retrouver, probablement. Celle de grands percements et au contraire de tout petits percements. Celle de menuiserie extrêmement simple, qui sinon en deviendrait chichiteuse. Et à partir de là, ça permet d'essayer d'attraper une cohérence architecturale en lien, pour le coup, avec un milieu qu'il s'agit de comprendre et révéler, davantage que de forcer, en quelque sorte, pour le cas de cette grange précisément. Et ça vient de peu de choses, par le dessin, de repérer aussi, en mesurant les murs, etc., qui sont mal chaînés, que la construction n'est pas très bien faite. Donc c'est pas non plus aduler les choses telles qu'elles sont, non, c'est se dire non, en réalité on est face à un truc de pas grand chose. Oui, parce que c'était un lieu pour mettre les cochons et les vaches, c'était pas du même ordre que l'habitation qui est à côté, qui elle peut-être mérite un autre traitement. Enfin voilà, il s'agit à ce moment-là de convoquer un peu le récit. On a évoqué le récit, c'est en effet, on se raconte peut-être un peu une histoire, on se fait un peu peut-être archéologue, mais en même temps c'est un moyen de donner du sens, de pister le sens.
Par cette anecdote, vous me permettez de faire la transition sur cette question du rapport à la commande, parce qu'on voit vous êtes tous les deux maîtres d'œuvre et pas maîtres d'ouvrage, donc ça veut dire que vous répondez à des commandes qui sont extérieures, et de ce fait, je me demandais si justement tout l'objet de l'enquête c'est de partir à la rencontre d'un territoire dans toute sa complexité, ou que ce soit un village, un campus ou une rue. Mais c'est un peu ce que vous racontez là. Quand vous êtes allé rencontrer cette école grange, vous vous êtes rendu compte que c'était une grange et pas une école. Est-ce que il vous est arrivé que l'enquête vous pousse à renverser complètement la commande initiale, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a l'espace en fait pour exprimer ça? Alors, est-ce que ça nous est arrivé? J'aimerais bien dire oui, mais je suis pas sûr, ce serait un peu prétentieux, je pense. Non, ils n'avaient rien compris. On est arrivé, on a tout remis dans l'ordre, c'était hyper logique, c'était bien. Non, je pense que c'est pas arrivé. Globalement, quand même, les commandes maintenant sont bien. Enfin, maintenant, je sais pas, mais en tout cas, on a la chance en France d'avoir une commande publique, notamment publique, qui est très puissante et très affinée, je trouve. Si je compare, alors que j'étais tout juste à l'école de paysage, je pense aux commandes qui existaient dans les années 90 sur ces sujets. Là, effectivement, mes pairs Courajou, chez Métoff ou autres, avaient un double travail quasiment, c'est-à-dire un travail de retourner le sujet souvent, de faire encore plus le programme, même si ce qui est super en paysage, c'est que globalement les programmes sont très light, donc on invente les programmes, on co-invente les programmes, souvent avec les maîtrises d'ouvrage. C'est une grosse différence, je trouve, avec l'architecture, même si souvent les programmes d'architecture sont très lourds, c'est des pavés. En paysage, c'est pas du tout le cas. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, je pense qu'on a influencé dans des projets, effectivement, l'enquête de terrain, le positionnement, le récit a influencé fortement les choses, mais n'a pas, je pense, remis à plat complètement un sujet. Je vois pas de projet où vraiment on aurait mis les choses complètement à plat. Il y a un site pas très loin d'ici, là justement au Vallon des Hôpitaux, et je vois Julien qui est ici, qui s'occupait de cette partie pour la métropole. Le Vallon des Hôpitaux, c'est une espèce d'enclave qui n'aurait pas bougé depuis 300 ans, d'un paysage un peu bucolique devant ces hôpitaux. Et c'est vrai que quand on a gagné cette étude avec les urbanistes TVK, on a pressenti qu'il y avait un sujet autour de la question du sol, d'une certaine agriculture, mais qui était dépérissante, d'une compréhension de ce paysage un peu 19e, mais aussi 18e, sans pouvoir bien saisir tout ça. Et là, si on s'était pas accroché au CRBA, donc au Centre de botanique appliquée qui est à Charlie, et notamment avec Stéphane Croza qui est DHA, ou Charlotte Suzanne qui justement a fait l'enquête dans tous les documents historiques de comment s'est constitué ce paysage, je pense qu'on serait passé largement à côté de l'interprétation. Et du coup, on aurait sans doute pas assez d'arguments pour aller sauver une des petites maisons des champs sur lesquelles une route passée était écrasée, et ainsi de suite. Donc, quand même, quand on monte, je reviens sur le montage d'équipe et sur la commande, il faut réfléchir tout de suite à quelle intuition et quelle chose on veut donner dans la commande, parce qu'après, on ne peut pas rattraper les personnes qu'on n'a pas pris au bon moment, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce travail, on va dire, de parcours sur le site au moment où on répond, qui doit déclencher tout ça. Donc, il faut avoir les écoutilles ouvertes pour se dire ce que je ressens, l'essence du site, c'est celle-ci. Donc, je monte l'équipe dans ce sens-là, donc je me fais aider dans ce sens-là, et donc tout en découle au fur et à mesure ensuite. Et je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, Alexis, si vous avez une autre peut-être, en fait, comme on a évoqué le terme de commande, c'est peut-être de mettre l'accent sur le fait que parfois, à commune, nous avons
eu la chance de pouvoir créer la commande. Que ce soit à Cannes, et peut-être un peu d'une certaine manière également avec vous, École urbaine de Lyon, une espèce de commande co-construite, dirons-nous. Et simplement, par exemple, sur le travail que nous menons avec vous, donc à Givors, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que c'est un travail qui n'aboutira pas à rien. Enfin, il n'y a aucune transformation de territoire là derrière, ou alors on ne sait pas. Et peut-être qu'en effet, on a acheté un pavé dans la mare et qu'on récoltera un jour le fruit de ce pavé, j'en sais rien. Mais néanmoins, aujourd'hui, ça se fait, c'est une espèce d'étude d'un territoire sans ambition de le transformer. Et néanmoins, c'est donc un peu désengagé comme ça d'une logique temporelle extrêmement rapide, qui nous permet donc d'essayer de mieux comprendre ce territoire de Givors, d'y trouver, enfin, vous avez pu le voir, ces premières tendances qu'a ce territoire, à savoir posséder des chemins de traverse, un nombre important de lieux en friche, une espèce d'enfrichement comme ça du territoire. Ou également de saisir le fait que les murs s'élèvent, que chacun s'enferme chez soi, et que ça s'observe physiquement dans la ville par des surélévations un peu successives à l'échelle de la ville, etc. C'est vrai que ça, il y a une espèce de force. On a un peu envie comme ça d'inventer des diagnostics de territoire sans visée de transformation. Et voire même peut-être dans certains cas, non, en réalité de parler de la qualité d'un lieu pour le ménager, et dans d'autres cas, au contraire, changer les dispositifs de projet. C'est-à-dire qu'à Givors, vous nous donnez la possibilité d'étudier des tas de lieux qui ne feraient pas l'objet d'une étude parce qu'ils ne sont pas soumis au diktat d'une transformation à venir. Voilà. Et ainsi donc, on peut trouver des pépites, on peut trouver des lieux qui, non, au contraire, mériteraient de l'attention. Voilà. C'est ça peut-être qui est intéressant de temps en temps en sortant de la logique de la commande ou en la détournant un peu. Ce que nous, notre petite structure nous permet, et peut-être la jeunesse de notre agence aussi, de 2-3 ans uniquement de création, nous permet un peu encore. C'est quelque chose qui, en tout cas, voilà, ce travail qu'on mène à Givors, je trouve qu'il serait même extrêmement intéressant de le mener sur des métropoles plus importantes, telles que peuvent l'être la métropole de Lyon, en d'autres territoires, une espèce d'analyse sans premier but pour justement, au contraire, après un premier diagnostic, repenser à peu près complètement nos logiques de projet sur le territoire. Mais voilà, ce n'est qu'un doux rêve. Non, mais on commence à avoir des pistes quand même. Donc l'enquête en soi, qui ne soit plus soumise à la tyrannie de l'action ou de l'opération. Après, ce que vous avez évoqué, Bertrand, le souci et l'attention déjà très en amont dans la constitution de l'équipe en fait, et des alliés en fait, de l'enquête autant que du projet, dans un souci de collaboration. Et puis, il y a peut-être une autre piste sur laquelle j'aurais aimé vous entendre, c'est l'enquête comme projet. Je pense à un projet, c'est-à-dire le projet ne peut peut-être être lui-même valoir pour enquête. Je pense aux pratiques de préfiguration et d'aménagement de transition, comme ce qui est mené, je crois, à Grand Clément, à Villeurbanne, où le projet va se définir par l'enquête même, et où finalement, là, il y a peut-être une piste de solution pour faire converger les temporalités de l'enquête et du projet opérationnel. Oui, on retrouve toujours cette question de comment on arrive à épaissir le cortège, et notamment le cortège des pratiques, qui est un des éléments. C'est aussi difficile qu'un déplacement d'abeilles de la ruche jusqu'à la fleur, quoi. Je veux dire, c'est ultra complexe de comprendre les pratiques d'un site, et c'est très complexe, bien sûr, de se dire on va proposer pour vous de les améliorer ou de les conserver, et dès qu'on change quelque chose, forcément on vient perturber le milieu, et on peut faire des erreurs, quoi. Donc le travail effectivement des collectifs avec qui on travaille, alors il y en a beaucoup, on travaille beaucoup avec Bruit du Frigo, notamment à Bordeaux, pour faire souvent une action d'un lieu où on pourrait soit faire un lieu où la parole se libère, thématisée et ainsi de suite,
soit effectivement, il y a plusieurs options, préfigurer les typologies ou les motifs d'aménagement de proposition d'espace qu'on fera. Et libérer la parole autour de ça aussi, ou juste les tester, les tenter. Mais c'est jamais forcément à la même échelle. Et donc, cette enquête, quelque part, moi je me pose beaucoup de questions sur ça, parce que je pense, là aussi, ça mériterait une enquête profonde, très longue, très long terme, sur des saisons entières, c'est-à-dire avec des relevés, comme les relevés floristiques. On a besoin d'un an minimum, et ainsi de suite. Et dans les projets, on n'a jamais le temps de faire un an d'enquête, si ça n'a pas été fait en amont, justement. Donc ces questions, peut-être même d'une certaine préfiguration ou de test des usages, devraient peut-être être faits au moment où on fait les programmes, peut-être. En tout cas, là, à Grand Clément, je reviens toujours sur ce sujet, mais nous, on est très mal à l'aise par rapport à cette question de projeter pour les autres, même si c'est notre travail, mais moi, je me pose toujours la question, est-ce que c'est le bon niveau ? Je pense qu'il nous rassure, c'est que justement, en regardant la manière dont on vit, nous, personnellement, et ça, c'est quelque chose, j'appuie fortement à l'agence là-dessus, comment nous, on pratique l'espace, déjà, on a quand même beaucoup de pistes, si on analyse juste notre système de vie. Voilà. Et donc, plus on est proche du quotidien des gens, plus c'est simple. Alors, sur les Grands Clément, on avait un peu l'opportunité d'être en parallèle de l'arrivée du tramway. Et les phases de conception du tramway sont très longues. Donc, on a un projet très long. C'est-à-dire, là, on est encore au milieu de la conception, alors que ça fait 3 ans qu'on a commencé. Donc, ça permettait justement cette co-conception ou ce glanage des infos et des pratiques. Après, ce qu'on peut regarder, c'est qu'est-ce qu'on en tire vraiment. Et ça, c'est pas évident non plus. Parce qu'on retrouve toujours à peu près les mêmes familles de retours. Et effectivement, quand on passe d'une place qui est entièrement prise par des voitures, et il y a un marché, et qu'on enlève les voitures, et qu'on donne un peu plus d'espace, forcément, c'est positif. Sauf pour ceux qui pratiquent les voitures, qui utilisent leur voiture, mais globalement, c'est très positif. Donc, ça fausse un peu l'analyse, quelque part. Et ensuite, c'est assez dur de parler, justement, quand on a des grandes transformations, comme un tramway qui arrive, des nouvelles pratiques autour de quelque chose qui n'existe pas et sur lequel il va falloir se projeter avec cette relation plus extraterritoriale du tramway ou interquartier. Donc, je pense que, en tout cas, ce temps de l'enquête, il nourrit pour nous quand même le projet, c'est-à-dire les retours habitants distillent des tas de petites informations, réellement. C'est pas, on a peu été, je le dis franchement, on a peu été à côté où une fois on se dit ah mince, on n'avait pas du tout pensé à ça, heureusement qu'ils étaient là. C'est peu arrivé, réellement. Et pourtant, on essaie d'ouvrir l'écoute là-dessus, mais c'est vraiment peu arrivé. Par contre, ça nous aide, à définir les pratiques, les passages, les lignes de désir, les couloirs de vent, les choses comme ça. C'est-à-dire, on rejoint toute cette question de l'immatériel, c'est-à-dire où les gens passent, où les gens stationnent, l'ombre, la lumière, toutes ces choses qui ne sont pas valorisées lors des projets. On ne gagne pas un concours sur un travail sur l'ombre et la lumière, on ne gagne pas un concours sur la manière de se positionner, on ne gagne pas un concours sur ça. Toutes ces choses, finalement, de la pratique quotidienne ou du confort, sont très, très peu valorisées dans les concours. Et là, c'est à ce moment-là qu'on arrive à les récupérer. Pourtant, on parle de plus en plus, à côté de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, aussi de la maîtrise d'usage. Bien sûr. Mais ça, c'est que des effets rhétoriques. C'est pas que des effets rhétoriques, mais le projet, et c'est pareil en architecture, s'enfonce directement dans la technique. Complètement. À quel moment on parle pendant des heures du confort de la chambre, d'un bâtiment, qu'est-ce qu'on voit depuis la fenêtre ? Est-ce qu'on voit la balme depuis la fenêtre ? Vous êtes sûr ? Vous, Nexity, vous pensez qu'on voit la balme ? Oui, je pense, j'ai vérifié avec un drone, on voit bien la balme. Ça n'arrive jamais. Jamais. Voilà. Et c'est pareil quelque part aussi en paysage. Donc bien sûr, il y a la pratique d'usage qui est un niveau au-dessus maintenant, et on fait attention à ça. Et je trouve que ça avance, mais c'est toujours assez difficile, en tout cas, par exemple, de parler assez longtemps d'ombre, des arbres,
suivant les saisons, dans un projet jusqu'à une phase de réalisation. Ça ne va pas prendre 5% des débats, ça va prendre 0,001% des débats. Et pourtant, on pense que c'est important. Alexis, vous souhaitez réagir ? Non, simplement peut-être sur l'enquête comme projet, mais quelqu'un d'autre de commune en parlerait mieux que moi. Marine Favnec, par exemple, qui travaille sur le cours Tolstoï, où justement la commune a fait le choix de s'installer en résidence dans une boutique désaffectée pour un projet, un accord cadre un peu long sur la revitalisation commerciale et la réfection des rez-de-chaussée du cours Tolstoï. Donc c'est vrai que le fait d'y travailler, de s'y installer, d'être là au milieu, de prendre le temps justement, de relever, je sais plus, à peu près 1 kilomètre de rez-de-chaussée, enfin une espèce de travail un peu incroyable, ça fabrique des dépliants, des choses comme ça, et le fait d'y être permet là aussi également de peut-être saisir une espèce d'humeur du monde comme ça, qui est comme vous avez pu l'évoquer, en effet quelque chose qu'on saisit bien souvent, et en même temps, voilà, prêter une oreille attentive, c'est prêter une oreille attentive aux choses, peut-être même si on les avait pensées soi-même, peut-être, c'est une chose, mais c'est aussi placer le concepteur face à ses responsabilités, puisque le mettre aussi en face des usagers. Et c'est quelque chose où ça, on s'était dit, tiens, finalement, devenir des architectes de quartier, ça aurait du sens, parce que si on construit des horreurs, on nous tapera dessus. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus passer devant l'épicerie, parce qu'on dira, mais vous avez déconné, les gars, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a une forme de, je trouve, comme ça, de confrontation. Souvent, des architectes comme ça. Mais je trouve qu'il y aurait une confrontation assez saine, comme ça, de se dire, bon, bah non, là, ce truc, c'est pas possible, quoi. Et voilà, de se re-responsabiliser en se plaçant aux côtés d'usagers. Et voilà. Bon, redescendre de sa tour d'ivoire, c'est pas vraiment le cas, parce qu'en réalité, l'ivoire, l'ébène, le luxe du truc, je crois que c'est pas tellement d'actualité. Et peut-être simplement, vous avez évoqué la commande un peu tyrannique, et néanmoins, je voudrais nuancer ce propos et faudrait pas qu'on se dise, ah oui, en réalité, la commande est tyrannique, et donc les concepteurs doivent se dégager de cette commande pour avoir le temps de, même si c'est probablement pas ce que vous avez entendu, mais simplement se dire, oui, parfois elle l'est. On vient de recevoir un mail aujourd'hui, vous ferez telle chose, demain, moi je pars en vacances, donc démerdez-vous. Et en plus, il y avait tout le programme qui était là, les toilettes font la même surface que l'espace de jeu des enfants, enfin c'est formidable. Donc oui, c'est des horreurs, mais néanmoins, ça permet aussi de temps en temps ce rush, entre guillemets, d'avoir aussi une forme d'efficacité et aussi de réinventer nos outils pour faire face à, entre guillemets, l'urgence. Et donc ça, voilà, c'est à nuancer, ou en tout cas, de temps en temps, ça peut être même source de créativité, probablement. Cette espèce de commande un peu tyrannique, voilà, est paradoxale. En fait, je parlais plus que tyrannie de la commande, c'était tyrannie de l'action, en fait. Et dans la grande liberté que vous trouvez dans ce que vous faites à Givors ou à Cannes, ça tient aussi à ce que la valeur de votre proposition, c'est l'enquête en soi. Et ça permet peut-être des modalités exploratoires plus libres que dans des contextes opérationnels. Il nous reste, je crois, deux petites minutes, et donc pour clore cet échange, je voulais savoir si vous avez eu envie de partager avec nous une proposition d'œuvre littéraire, cinématographique, plastique ou autre qui permettrait d'aborder de manière un peu créative les sujets, les enjeux qu'on a évoqués ce soir. Commence. Pour nous, ça sera facile. Ça, pour le coup, je le partage avec Commune, puisqu'on s'est dit aïe sur cette question de quoi on va parler. Et finalement, on s'est dit on va simplement parler de l'architecture vernaculaire, de l'ordinaire de la ville en tant que plastique, en se disant tiens, oui, ce qu'on aimerait partager, c'est une espèce d'attention à la manière dont sont faites les choses, la matérialité d'un mur. C'est-à-dire absolument des choses vraiment qui nous environnent, avec cette idée que certes, il y a par exemple en architecture il y a des maîtres, il y a une architecture savante, etc. Et néanmoins, il y a une extraordinaire richesse et souplesse dans l'architecture qui nous environne, qui nous a été léguée, et également derrière cette architecture, peut-être se saisir de l'opportunité de créer des aventures collectives.
À savoir, ces architectures-là, souvent, elles émanent du sol, elles émanent d'un milieu autour extrêmement proche, et elles ont fait l'objet, lors de leur construction, en réalité, d'une espèce d'agencement, comme ça, d'individus qui formaient communauté, société, peut-être. Et on aime bien les regarder comme ça, en se disant, il ne s'agit pas de retourner à ça, mais en tout cas de retourner à des architectures qui redeviennent des aventures collectives, et non pas une espèce de diktat imposé d'en haut, avec des architectures qui brillent de mille feux, parce qu'elles ont des façades suprêmement connectées, réfléchissantes et suprêmement intelligentes. Voilà. Et vous, Bertrand, en 10 secondes, si c'est possible. Moi, j'en avais plein pourtant. Alors, 10 secondes, j'en avais 3, j'avais listé. Moi, il y avait un truc très basique, mais c'était le site Remonter le temps de l'IGN. Ouais. C'est infini, c'est génial. Il y a toutes les photos anciennes qu'on peut... Et justement, avant les photos de 54, c'est-à-dire avant le grand basculement, le grand étalement, et ça permettait de voir des choses. Et puis, l'autre, c'était un livre, je vous conseille, qu'on ne connaît pas beaucoup, qui s'appelle Voyage ibérique, de Simon, le paysagiste, justement, où il traduit dans ce livre son enquête sur le paysage ibérique en Espagne avec son camping-car. Il va voir un champ, il va voir la chambre d'agriculture et ainsi de suite, et il écrit ça. Et voilà, on est tous un peu descendants de Jacques Simon. En tout cas, nous, on se sent vraiment descendants de Jacques Simon. Et je trouve ça, voilà, c'est bien. Le paysage, c'est l'enquête infinie, quoi. L'enquête infinie, donc, et le voyage en camping-car en Espagne, ce sera le mot de la fin. Donc, un grand merci à tous les deux, Bertrand Vignal, Alexis Strömdorfer. C'était le dernier épisode de la saison 6 des Mercredis de l'Anthropocène. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison. Donc, d'ici là, n'oubliez pas, toutes les émissions de Radio Anthropocène sont à réécouter sans modération sur son déclat. Merci beaucoup à Valérie pour la programmation, à Jérémy et toute l'équipe qui font vivre cette formidable radio, et un grand merci aussi à Thomas et Indra à la technique. Une très belle soirée à vous et passez de bonnes fêtes. Merci. Merci. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.